Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire proposé par la CFDT Cadre et le CREFAC. J'ai le plaisir de l'organiser avec Michel Sailly, ergonome et intervenant au CREFAC, qui a dirigé la rédaction du guide Quel modèle d'organisation et de management. En effet, le CREFAC propose depuis plusieurs années une session de réflexion professionnelle autour des modèles d'organisation du travail et notamment du Lean. Alors, dans la période de crise sanitaire et économique que nous traversons, on pourrait se demander si ce n'est pas un luxe que de questionner les organisations du travail. Mais à bien y regarder de près, les questions d'organisation du travail sont au cœur de deux négociations en cours sur le télétravail et sur la santé au travail. Ces négociations interpellent les acteurs sociaux que nous sommes sur deux dimensions constitutives de la vision portée par la CFDT sur les questions du travail, à savoir la participation directe des travailleurs et l'autonomie dans le travail. Alors Michel, par vos analyses, vous nous invitez à la lucidité sur la réalité française au regard de ce qui est constaté dans les autres pays européens, alors que les grands modèles d'organisation sont largement diffusés. Quels sont les aspects, les concepts fondamentaux sur lesquels vous appuyez vos analyses? Et alors tout d'abord, je crois que c'est bien de repositionner la finalité d'une organisation du travail, qui est de pouvoir permettre aux travailleuses et travailleurs d'avoir un travail de qualité, de faire un travail de qualité, de se sentir utile au travail et d'être reconnus pour ce qu'ils font, reconnus par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sentent leur propre utilité dans le travail et reconnus par les autres, les collègues de travail et les managers. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il n'y a pas trop de difficultés à être d'accord sur cette finalité. C'est comment on parvient à améliorer cette qualité du travail. Il y a deux... Alors, je vais peut-être faire avancer le... Excusez-moi. Il y a deux modalités particulières qui permettent de développer le pouvoir d'agir des travailleurs. Excusez-moi, la coordination avec la présentation n'est pas excellente parce qu'il y a un petit décalage qui se produit à chaque fois. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est, pour atteindre cette qualité du travail, c'est de développer le pouvoir d'agir direct des travailleurs sur leur travail. Et là, il y a deux modalités possibles pour y parvenir. Ce sont deux processus un peu différents, même s'ils doivent cohabiter entre eux. C'est la participation et l'autonomie. Par la participation, ce qu'on entend, c'est un processus de transmission d'informations descendante et de consultation ascendante des travailleurs par rapport à leur travail, qui peut se situer dans deux cadres, dans l'activité ordinaire de travail, notamment pour que les travailleurs soient si régulièrement impliqués dans l'évolution de leur propre travail, et lors de changements plus radicaux, par exemple dans des phases de projet, où il est important que les travailleurs soient à la fois consultés, mais aussi écoutés. L'autonomie au travail se situe dans un cadre plus quotidien de l'activité du travail. C'est d'une certaine façon l'incorporation du pouvoir de décider des travailleurs dans leur travail. C'est la possibilité pour eux d'influencer les décisions sur leur propre travail. Donc, on va développer pas mal ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de domaines et de niveaux par lesquels on peut développer cette autonomie du travail. Alors, sur ces deux notions, la France est n'a pas une très bonne position au niveau européen, mais de façon différenciée selon ces deux modalités de pouvoir d'agir des travailleurs. Alors, ce transparent, bien sûr, il y a beaucoup de variables. La question n'est pas de les regarder en détail à l'instant, mais 24 variables qui touchent, pour la première, essentiellement sur la question de la participation, telle que je l'ai définie, pour un très grand nombre d'entre elles qui touchent à l'autonomie au travail et au management, à la façon dont les gens sont impliqués dans leur travail. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder les grandes lignes. En point rouge, on a le positionnement de la Suède.
Et donc, on voit que la Suède est régulièrement en meilleure situation, sachant que plus on est vers le haut du graphique, plus la situation est meilleure. Alors ça, c'est basé sur deux études. Deux études européennes d'Eurofound, une étude où les données sont en pourcentage d'établissement et l'autre étude où c'est en pourcentage de salariés, mais ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, plus on est vers le haut, mieux la situation est bonne vis-à-vis de cette question de participation et d'autonomie des travailleurs. On voit que les Pays-Bas en marron sont légèrement en dessous de la Suède, mais parfois, sur certaines variables, sur certains critères, sont aussi en très très bonne position. Et l'Allemagne qui est en bleu et la France en vert décrochent plutôt par rapport à ces deux premiers pays. Et on peut dire que l'Allemagne et la France sont au coude à coude sur ces domaines de la participation et de l'autonomie, mais quand même avec quelques petites différences. C'est-à-dire, si on regarde la variable numéro 1 sur la participation appelée extensive dans l'étude d'Eurofound, on voit que l'écart entre la Suède et la France est assez grand et que les Pays-Bas et l'Allemagne font mieux que la France. Si on prend la variable qui est la variable numéro 7 sur l'autonomie, on voit que les différences s'atténuent. Les Pays-Bas sont plus proches de la Suède et l'Allemagne et la France sont strictement au même niveau. Et ça corrige un peu. Parfois, on a tendance à dire, j'ai parfois entendu ce propos de dire sur l'autonomie au travail, la France a tout faux. Bon, attention, par rapport à l'Allemagne, on n'est pas si en écart que ça. Alors, la Suède, c'est difficile d'avoir la Suède en référence parce que il y a des différences culturelles, et y compris dans les systèmes de négociation, qui font que c'est probablement inatteignable de viser les scores de la Suède. Par contre, les Pays-Bas peuvent être une meilleure référence, mais sur ces deux domaines, donc sur le pouvoir d'agir des travailleurs, l'Allemagne, en tout cas, n'est pas une référence à proprement parler. Alors, pour cette première partie, puisqu'on va organiser la séance en plusieurs séquences, alors ça, c'est le tableau qui vous donnera, quand vous aurez le PowerPoint, le détail des variables. Hein. Bien sûr que je ne détaille pas à l'instant. Alors, dans une première approche, avant d'organiser un premier échange, c'est de positionner les grands modèles d'organisation du travail. Alors, c'est les principaux modèles, non pas par rapport à l'extension que ça peut prendre dans les entreprises, mais plutôt par ce qui les différencie vraiment fondamentalement. L'objectif, notamment au cours de la formation, c'est de permettre aux militants de positionner, de situer leur entreprise par rapport à ces modèles-là. Hein, de dire, voilà, mon entreprise ou mon administration, elle est plutôt elle correspond plutôt à tel ou tel modèle. Alors, le modèle néoclassique, on sait ce qu'on côtoie le plus souvent, c'est marqué par la maximisation du profit à court terme, on connaît bien la rationalisation des processus. Il y a une volonté de départementalisation des entreprises, l'affirmation dans le modèle, hein, on parle ici de la théorie de l'organisation, l'affirmation d'une démarche participative, mais enfin, on reste quand même dans un management très vertical qui vise davantage à contrôler qu'à déléguer. Donc, et une des caractéristiques, c'est que les décisions sont prises souvent à partir de systèmes de gestion, d'indicateurs de résultats qui sont très éloignés des réalités. Le lean management, dans sa théorie, dans sa philosophie, se différencie fortement déjà sur l'objectif, puisqu'il affiche un objectif de croissance à long terme basé sur la valeur des clients. Et ses caractéristiques en termes de processus, c'est la notion de flux d'activité et d'analyse de la chaîne de valeur. Cette analyse de la chaîne de valeur conduit à une structure de l'entreprise qui vise à décloisonner les fonctions de l'entreprise, rapprocher le plus possible les fonctions support des fonctions qui apportent une valeur directe au produit ou au service. Alors, les décisions stratégiques dans ce cadre-là sont toujours prises au sommet de la hiérarchie, mais la dominante, c'est un management bottom-up. Bottom-up, c'est-à-dire qui part du bas de l'organisation et une primauté du progrès continu sur les changements radicaux.
Hein, c'est ça qui est la caractéristique assez forte, alors que dans le modèle néoclassique, on est face souvent à une multitude de changements assez radicaux. Dans le cadre du progrès continu, on met l'accent, dans le cadre du Lean, pardon, on met l'accent sur des démarches de progrès continu. L'holacratie, donc, qui est relativement nouveau, qui est parfois plus connu sous l'appellation d'entreprise libérée, est en rupture beaucoup plus forte par rapport à ces deux précédents modèles et en particulier par rapport au modèle néoclassique. Parce que là, il y a vraiment l'affirmation d'une autonomie très très forte des équipes de travail qui passe d'ailleurs par la quasi-suppression du management. Différence aussi sur la finalité de l'entreprise qui passe largement avant le profit et même avant la croissance. C'est-à-dire la croissance n'est plus une finalité dans l'entreprise holacratique. Donc voilà une démarche là qui est beaucoup plus axée sur l'autonomie des équipes de travail. Alors on pourrait aussi dire que bon, il y a d'autres modèles, hein, bien sûr. Ici, on fait les choses de façon assez synthétique, notamment le modèle plus d'entreprise solidaire ou coopérative, que je situerais plutôt entre le Lean et l'holacratie. C'est-à-dire que l'holacratie va encore plus loin dans la question de la responsabilité, l'implication et l'autonomie des salariés. Donc voilà un peu dans un premier temps ce que je voulais dire à la fois donc sur quelques grands concepts, participation, autonomie. On va bien sûr après alors je vais pas trop insister sur la participation parce que je dirais c'est à la fois important mais plutôt dans des phases projet et que quand on traite les questions d'autonomie on est en partie un peu sur les questions aussi de participation. Les deux choses ne se découpent pas complètement. Donc, on va développer un peu ces notions juste derrière, mais peut-être, je crois que c'est Corinne qui va reprendre la main, si il y a déjà quelques questions, on peut y répondre avant de poursuivre. Oui, on vous pose la question, Michel, la question suivante. Est-ce que les modèles d'organisation s'applique à toutes les sociétés ou seulement au monde industriel ou le service? Tout à fait, oui, oui. Oui, il n'y a pas de grande différenciation. Alors, bien évidemment, le niveau de centralisation des décisions peut différencier. J'ai retenu 3 modèles théoriques d'organisation du travail, mais il va de soi que les pratiques ne sont jamais exactement correspondantes au modèle. C'est-à-dire qu'on peut trouver des entreprises qui sont globalement dans la sphère du modèle néoclassique et qui, de point de vue un peu localisé, peuvent développer des démarches beaucoup plus fortes sur la participation des salariés. Il peut même y avoir d'une certaine façon des îlots d'holacratie dans des entreprises qui sont très centralisées. Alors, les grandes administrations sont certainement plus centralisées encore que les entreprises. Les entreprises sont plutôt, il y a plutôt une grande diversité de situations dans les entreprises. Entre les grands groupes, ils vont plutôt se rapprocher des administrations et les PME qui sont beaucoup plus autonomes et qui vont adapter davantage les modèles théoriques. Et est-ce qu'on a quelques exemples d'entreprises organisées en holacratie? En France, on parle souvent de Favi. Favi, qui est une entreprise de la métallurgie dans la région Hauts-de-France. Ça a souvent été la référence. On va retrouver des startups. Il y a une des filiales de Renault dans le domaine de l'informatique qui fonctionne sur ce principe-là. Et les grands exemples, on va plutôt les trouver à l'étranger. Notamment, par exemple, c'était Frédéric Laloux dans son ouvrage Reinventing Organization qui faisait référence à une structure de soins aux Pays-Bas qui s'appelle, je vais peut-être un peu manger un peu le nom, mais Buurtzorg, de la prononciation est peut-être pas très très bonne, qui fonctionne complètement sur le modèle et c'est une grande société puisque ça recouvre à peu près 7000 salariés sur les Pays-Bas et chacune des équipes fonctionne selon ce principe de l'holacratie. Donc
Après, bon, on peut avoir des exemples dans d'autres entreprises. C'est pas quantitativement, c'est pas très développé. Par contre, quand c'est développé, c'est assez proche du modèle parce que c'est développé par des dirigeants qui veulent rompre catégoriquement avec sur le paradigme de l'organisation du travail. Donc, autant sur le Lean, on pourra y revenir, les entreprises appliquent très très mal le Lean. On appelle ça, ils font du Lean outil et qui finalement, le modèle est beaucoup plus proche du modèle néoclassique. Mais dans l'holacratie, quand les dirigeants l'appliquent, c'est plus fidèle au modèle. On pose la question suivante, c'est sur le télétravail. Est-ce que, à l'heure actuelle, le télétravail est-il adapté à ces trois modèles? Le télétravail va être une opportunité pour développer la question de la participation des travailleurs et de l'autonomie. Ça ne va pas changer radicalement le modèle de fonctionnement, mais ça peut être une opportunité de le faire évoluer, notamment sur la question de l'autonomie au travail, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc, il y aura des transformations, ça me paraît assez évident que ça va avoir des incidences assez fortes sur l'organisation du travail, d'où l'importance que les personnels concernés soient vraiment partie prenante dans la réflexion autour de ces questions d'organisation et de management. Et bien sûr, leurs organisations syndicales. Et est-ce qu'on est prêt finalement à s'inscrire dans une organisation holacratique? À la fois, est-ce qu'on est prêt, nous les salariés, les encadrants, est-ce que les sociétés sont prêtes à cela? Moi, ce que je proposerais surtout, c'est de pas être par trop réservé sur ces questions. J'entends par là de pas reproduire ce qu'on a reproduit sur le Lean. C'est-à-dire, on n'a pas regardé ce qu'était le modèle, d'une façon générale, hein, donc on a critiqué des pratiques, mais des pratiques qui correspondaient pas au modèle. Et j'appellerais à de la prudence sur l'holacratie, à avoir une attitude ouverte là-dessus, de regarder ce qui se fait, ce qui se passe. La question de l'autonomie, on sait, c'est pas si simple que ça. Si on va trop loin dans une sorte de responsabilisation des salariés, ça peut aussi avoir des conséquences sur la manière dont on vit son travail, des conséquences négatives. Mais c'est quand même une modalité qui donne beaucoup plus de pouvoir d'agir des salariés. Donc voilà, moi j'appelle plutôt à une attitude d'ouverture sur ces modèles-là et qu'on ferme pas tout de suite la porte en disant rien à voir de ce côté-là, c'est pas le modèle à suivre, quoi. Voilà, qu'on ait une attitude assez ouverte dans la CFDT autour de ces sujets-là. Et en ce moment, on parle beaucoup d'entreprises agiles ou d'agilité. Et en fait, on nous pose la question à quel modèle d'organisation on peut rattacher ce mode d'organisation. Alors pour moi, c'est pas un modèle d'organisation au même sens que les trois que j'ai présentés. Ce sont plutôt des méthodes de travail circonscrit souvent à un secteur d'une entreprise, et souvent c'est du côté de l'ingénierie. Et notamment, ça a été initialisé d'abord dans les entreprises qui font des développements informatiques. Donc, c'est pas au global un modèle, c'est-à-dire qu'on peut. Moi, je crois pas du tout à l'entreprise agile, au sens, il n'y a pas une entreprise qui est agile. Si on parle de l'entreprise, elle va être. On peut l'analyser par rapport aux trois modèles principaux que j'ai présentés, donc de dire dans quel modèle elle se situe. Et dans certains secteurs, effectivement, il y a une démarche qui s'appelle agile, donc qui vise à se rapprocher davantage du client, puisque on n'est plus, si vous voulez, dans l'ancien découpage où on avait un cahier des charges du client et pendant quelques mois, on allait travailler à un développement informatique. Mais il y a des interactions permanentes avec le client, y compris qui peuvent permettre de faire évoluer la demande initiale du client. Donc, on est dans une autre approche de relation avec le client pour développer un produit ou un service qui correspond bien à ses attentes,
attentes qui peuvent évoluer en cours de projet et qui peut avoir aussi, alors bon, moi j'ai participé déjà parfois, enfin une fois, à une réflexion syndicale, c'était du côté de la métallurgie sur des entreprises qui étaient concernées et les avis étaient assez partagés sur le gain-bénéfice pour les salariés, c'est-à-dire d'une certaine façon ça pouvait améliorer, redonner un peu de sens au travail, parce que par cette relation directe avec le client. Par un autre côté, le côté négatif, c'est que ça met parfois une pression encore plus forte pour tenir des délais. Et ça, donc, il faut y être attentif là-dessus. C'est jamais tout blanc ou tout noir, j'ai envie de dire. Une toute dernière question. Comment faire évoluer vers le modèle Lean des organisations territoriales qui sont plutôt sur un modèle encore néoclassique? Comment les faire évoluer vers un modèle Lean? Bah, peut-être je voudrais différer ma réponse là. Pour peut-être la reprendre, ne pas l'oublier, la reprendre quand on aura fait la deuxième partie, puisque je vais dire des choses autour de ça. Encore beaucoup de questions sur ce sujet. Une dernière, et puis je vous laisserai continuer. L'autonomie et responsabilité sollicitées ne sont-elles pas plus enclins dans des services en besoin d'innovation, plus brusques par petites touches? Exemple donné des sociétés informatiques. Moi, je crois qu'il n'y a pas de secteur là privilégié. Comme je le dirai là aussi juste après, s'il faut concevoir l'autonomie comme un processus de progrès permanent continu, c'est-à-dire on ne décrète pas d'un jour au lendemain le fait d'être ou pas en autonomie. C'est quelque chose qui peut couvrir des domaines assez différents et qui peut avoir une progressivité dans le temps. Donc pour moi, il n'y a pas une fonction de l'entreprise qui peut échapper à une réflexion autour de la question de l'autonomie. Oui, merci Michel pour ces premiers éclairages. On a bien dans notre culture CFDT, les questions de participation et d'autonomie réfèrent assez souvent avec le principe de la recherche de l'émancipation de l'acteur dans le travail et de l'individu dans la société. Et puis à la lecture du guide et de vos différents articles, on comprend bien comment le poids de la culture managériale déforme les modèles, y compris, comme vous l'avez évoqué, le modèle de l'entreprise libérée, qui peut être déformé par un leader trop autoritaire ou des instances de régulation que sont les managers qui disparaissent progressivement. Alors aussi après les principes évoqués en matière de participation et d'autonomie, c'est ce qu'on peut dire le voir loin. Vous nous invitez à nous intéresser aux processus qui sont à l'œuvre et qui structurent l'organisation. Donc c'est le agir maintenant, le agir vite, en vue plus ou moins de développer des organisations qui seraient plutôt apprenantes, des organisations qui développeraient plutôt les marges de manœuvre et d'autres qui seraient davantage guidées par les démarches de progrès continu. Alors voilà non pas trois modèles, mais trois structurations de processus. Michel, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur ces dimensions-là? D'accord, donc ce sont trois dimensions qui sont extrêmement liées les unes aux autres. La dimension d'organisation apprenante est certainement celle qui est la plus théorique et en même temps qui est très structurante sur l'évolution des modes de management. L'autonomie et le progrès continu, c'est certainement les deux dimensions qui nous permettent de passer de la théorie à la pratique. Donc, on va se repréciser quelques éléments autour de ça. Donc, l'organisation apprenante, elle doit être impulsée et prise en compte aux trois niveaux d'une entreprise, d'une organisation. Donc, le niveau de l'organisation, comme on dit, c'est-à-dire celui de l'entreprise, de la direction de l'entreprise, celui des équipes de travail et celui des individus. Au niveau de l'organisation, donc l'essence même d'une organisation apprenante, c'est d'apprendre par sa propre expérience et de prendre en considération pour cela l'évolution de l'environnement de l'entreprise.
qu'il s'agisse de l'évolution des biens ou des services, des technologies, des populations et chose importante, on voit bien dans la période, la prise en compte des questions d'environnement du travail. Donc, cette organisation, elle doit offrir aux salariés des opportunités permanentes d'apprentissage, notamment par la réflexion sur le travail. Quand on dit ici l'apprentissage, on met peut-être un peu moins l'accent sur les formations proprement dites, mais beaucoup plus sur l'apprentissage par le travail. Et le dialogue sur la qualité du travail que je développerai progressivement est une de ces opportunités de réflexion sur le travail, donc d'apprentissage par l'activité de travail. Il est demandé aux équipes de travail de s'instruire en expérimentant, c'est-à-dire que ça leur demande d'avoir des équipes où on partage réellement l'information, où l'information et les expériences, où on est capable de remettre en cause les routines de travail pour apprendre de nouveaux concepts, et l'importance de tester les points de vue des membres de l'équipe. Donc, ce qui demande d'être à l'écoute des points de vue qui peuvent s'exprimer. On n'est pas là chaque salarié n'est pas là pour imposer son point de vue, mais le confronter avec les autres. Et les individus, ils doivent être effectivement dans cette attitude d'écoute et chercher à être aussi autonomes à leur niveau. Donc, autonomes notamment dans ces questions d'apprentissage, c'est-à-dire avoir toujours cette démarche, cette volonté d'apprendre et d'améliorer son propre professionnalisme. Vous voyez, c'est un cadre quand même qui est relativement théorique, mais assez fondamental et qu'il faut intégrer finalement à travers les deux autres thèmes. Donc, ce qui est important, en tout cas, de bien repréciser, c'est que cette organisation apprenante se caractérise par l'expression de la pluralité des points de vue à l'intérieur d'une équipe de travail et dans l'entreprise, par une ouverture effective de l'ensemble des salariés, et bien sûr y compris des dirigeants, et d'un vrai dialogue dans l'entreprise qui permet le développement personnel. Donc c'est à partir de cette expérience des membres de l'organisation qu'il faut, c'est l'invitation de l'organisation apprenante, explorer de nouvelles manières de faire, d'imaginer et construire les situations de travail de demain. L'autonomie au travail donc peut se décliner dans plusieurs domaines et à plusieurs niveaux d'autonomie que j'ai indiqué un peu ici par le schéma. Ça peut d'abord être la fixation des objectifs, c'est certainement le niveau le plus ambitieux, hein, mais en même temps, c'est-à-dire l'autonomie des équipes de travail à se définir leurs propres objectifs. Maintenant, ce n'est pas nécessairement une autonomie totale. C'est-à-dire qu'on peut aussi décliner ces objectifs en sous-objectifs, c'est-à-dire certains sur lesquels ils sont quand même des objectifs généraux de l'entreprise et d'autres qui sont des objectifs que l'équipe se donne spécifiquement. Le deuxième niveau que j'ai mis sous le terme de gestion des événements, c'est un peu ce que les ergonomes appellent les marges de manœuvre des opérateurs. C'est-à-dire que dans toute activité, il y a un écart entre le travail prescrit et le travail réel, et cet écart, c'est une forme d'autonomie. C'est-à-dire que dans cet écart, ce sont les opérateurs, les salariés, qui vont prendre des décisions par rapport à des événements inattendus, des dysfonctionnements techniques, par rapport à des variations de la charge de travail qui n'étaient pas programmées, et qui nécessitent pour eux de prendre des arbitrages à des moments qui sont inattendus puisque c'est dépendant d'un événement. Donc cette part d'autonomie, je dirais, elle est toujours existante dans l'activité de travail, quelle que soit la fonction, y compris même, je dirais, quand on est dans des fonctions dites relativement répétitives. Ensuite, il y a tout le domaine de l'organisation des tâches, c'est-à-dire c'est la possibilité pour les salariés de prendre des initiatives sur la façon de travailler, sur la manière de pouvoir organiser les tâches à l'intérieur d'une équipe, par exemple aussi sur la gestion de la polyvalence. Donc cette autonomie, elle touche au fonctionnement de l'équipe de travail et donne la possibilité aux gens d'adapter leur processus de travail. Dans ce cadre-là, par exemple, c'est la possibilité d'adapter ou d'écrire ou d'adapter les normes ou standards de travail de l'entreprise, qui sont souvent, on le sait, définis de façon très très centralisée par des structures corporate. Mais là, l'autonomie invite à
donner cette possibilité d'adapter les standards. Ensuite, il y a le domaine des rythmes de travail, c'est-à-dire la possibilité d'interrompre son travail, de prendre une pause. Vous voyez, ça fait penser tout de suite un peu au télétravail, toute cette dimension-là, d'adapter donc ses horaires, de gérer un peu cette liberté de à la fois gérer, articuler la gestion de ses propres contraintes personnelles par rapport à des impératifs de fonctionnement. Donc il y a tout un champ, un domaine là où on peut développer l'autonomie, et on s'aperçoit souvent à travers les études Eurofound que cette autonomie sur le temps de travail, d'une façon générale, est beaucoup plus forte dans d'autres pays qu'en France. On est dans des cadres beaucoup plus stricts et rigides en France de ce point de vue-là. Alors, cette dimension d'autonomie a des incidences pour plusieurs fonctions de l'entreprise. D'abord, déjà du côté des managers, ça veut dire qu'ils doivent devenir davantage des coachs que des contrôleurs du travail, qui doivent être des facilitateurs et ce qui nécessite d'avoir une attitude de confiance dans le fonctionnement des équipes de travail. Ça a des implications du côté des fonctions support aussi, qui doivent apporter leur appui et assistance aux équipes et pas nécessairement décider de façon très éloignée du travail réel sur des procédures qui seraient très contraignantes et qui ne pourraient pas évoluer. Ça peut interroger aussi, et ça touche plus le syndicalisme, la question de la manière dont on va définir les fonctions dans l'entreprise et l'intégration de ces fonctions dans les systèmes de classification. Donc il y a tout un champ possible. Pour prendre un exemple, l'entreprise Michelin, c'est le choix qu'elle a fait de développer la participation des salariés à partir de ce domaine de l'autonomie du travail, et elle avance progressivement, par expérimentation, par établissement, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter d'en haut. Une nouvelle fois, c'est très important. Et ensuite, il y a la démarche de progrès continu. Alors, telle qu'elle est présentée sur le schéma, je reprends une démarche qui est plutôt, je tiens le schéma d'une présentation de chez Toyota, et c'est la manière d'aborder le progrès continu dans la démarche Lean. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle, donc quand on met la pyramide inversée comme ça, on veut signifier là qu'on veut pousser sur un management de type bottom-up, c'est-à-dire partant du bas de l'organisation. Ça ne veut pas dire que les équipes de travail, les équipes opérationnelles n'ont pas intégré des objectifs généraux de l'entreprise, mais la dominante, c'est le management du progrès continu par le bas de l'organisation du travail. Hein? Ça intègre, même si c'est parfois pas totalement, mais ça intègre la dimension de la subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont aux équipes opérationnelles de réaliser, d'apporter des améliorations, des transformations par rapport à leurs propres capacités, en essayant d'élargir ce niveau des capacités. Une des philosophies importantes du progrès continu, c'est pas simplement de régler des problèmes immédiats de travail, mais c'est la base justement de l'organisation apprenante. C'est-à-dire que chaque problème, quand il est vraiment pris en compte dans cette philosophie du progrès continu, c'est une occasion pour les personnels de développer leur savoir-faire, de développer l'expertise dans leur équipe de travail. Et ça nécessite bien sûr, et on voit que ça génère, c'est susceptible de générer de la confiance au sein des collectifs, des collectifs. Alors, voyez les deux flèches. Il y a la flèche un peu qui va du bas de l'organisation, qui est située en haut vers le sommet, où il est indiqué traitement des anomalies au quotidien, et l'autre flèche de soutien au progrès continu. Donc ça, c'est caractéristique de la démarche Lean quand on est vraiment en correspondance avec la philosophie. Donc le traitement au quotidien des problèmes, c'est la remontée des problèmes dans l'organisation, souvent autour des questions de qualité. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire que à tous les niveaux de l'organisation, on se doit de traiter un problème qualité qui est survenu la veille, en fonction, alors
le niveau où on le traite, c'est fonction de la nature du problème. Donc, c'est un traitement au quotidien des problèmes de qualité. Et en sens inverse, c'est le soutien au progrès continu par l'ensemble des managers qui implique que les managers descendent sur le terrain. C'est-à-dire, on ne manage plus à partir d'indicateurs de résultats qui seraient éloignés des réalités du travail, mais on va sur le terrain pour se rendre compte, comprendre le travail réel et soutenir les équipes dans leur démarche de progrès continu. Donc, on est ici dans cette démarche-là, quand elle est bien construite, ce qui n'est pas simple, hein, c'est quelque chose qui articule le dialogue à l'action, hein, qui articule, je dirais, la pensée de l'action d'une certaine façon, et ça permet un peu, si on fait référence à Yves Clos qui parlait d'instruire la conflictualité sur les critères de qualité. C'est une démarche qui peut permettre effectivement, par ce processus dialogique, de discuter réellement des questions de qualité. Quand j'ai parlé à un moment donné de la remontée des problèmes au quotidien, ça prend la forme d'un outil qui est développé plutôt dans l'industrie sur QRQC, c'est-à-dire Quick Response Quality Control. Et c'est une procédure parfois très rationnelle d'analyse des problèmes de qualité qui n'implique pas suffisamment les opérationnels. Et c'est pour ça que le dialogue sur la qualité du travail, qui permet cette conflictualité sur les critères de qualité, peut s'inscrire dans cette démarche de progrès continu. C'est en tout cas ce qu'on souhaite, ce qu'on devrait pousser à se développer. Alors voilà, vous voyez, d'un point de vue syndical, je dirais que autant l'organisation apprenante, c'est plutôt quelque chose qui nous aide à penser la façon de manager, la façon d'organiser la réflexion sur le travail, mais concrètement derrière, ça peut prendre corps à travers la question de l'autonomie du travail. Alors, vous voyez, quand j'avais présenté le tableau sur les enquêtes Eurofound, il y avait 25 variables, et parmi ces 25 variables, il y en a un très très grand nombre qui touchent très concrètement à qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie du travail. C'est-à-dire, on peut vraiment concrétiser cela. Et puis, cette fameuse démarche de progrès continu, donc je peux redire aussi sur la démarche de progrès continu que quand on est vraiment dans cette démarche-là, vous voyez bien que ça produit de l'évolution des situations de travail en continu et ça évite les grandes ruptures dans les organisations du travail. C'est-à-dire, la prédominance est donnée sur le progrès continu par rapport à des changements plus radicaux. Alors, ça m'amène du coup à repréciser quelques éléments sur le Lean. Voilà. Alors sur le Lean Management, donc si on regarde un peu la philosophie du Lean, bon, c'est j'ai déjà indiqué un peu les éléments sur la croissance à long terme, mais peut-être avant de l'aboutir, c'est de se redire que il y a quand même quelque chose de paradoxal de s'apercevoir que le Lean Management est une référence sur la quasi-totalité des entreprises dans le monde occidental et en particulier à l'intérieur des pays de l'Europe. Et qu'on voit que ce modèle de référence qui est pris en compte en Suède, par exemple, les grandes entreprises fonctionnent en référence au Lean Management en Suède. Ça produit des choses relativement différentes sur la participation des travailleurs et l'autonomie au travail. Je dis ça parce que ça veut dire que mais c'est un peu, Laurent, tu l'avais redit, effectivement, les modèles culturels à l'intérieur des nations peuvent prédominer sur le modèle d'organisation du travail proprement dit. En tout cas, ils le remodèlent par rapport à la culture d'entreprise. Et si en France, on est dans une culture très centralisée, eh bien, on va faire du Lean très centralisé qui finalement ne sera pas du Lean. Alors, pour revenir sur ces quelques éléments, sur les objectifs, donc, pour les secteurs lucratifs, on voit que donc la priorité donnée à la croissance à long terme et à la satisfaction des clients, c'est quelque chose qui évolue régulièrement dans le temps, dans la réflexion, notamment, bon, la référence en France de la réflexion sur le Lean, c'est l'Institut Lean France. Et déjà, quand il y a eu l'introduction du Lean, l'accent était mis sur la diversification
des services ou produits que pouvaient offrir les entreprises. Et là, je dirais que la démarche tend encore à se renforcer de ce côté-là, en poussant sur une démarche de customisation des produits, avec l'idée d'être capable de fournir des produits ou services pour des micro-marchés. Et ça va parfois même un cran un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions aujourd'hui en se disant que la question n'est pas simplement de répondre à la demande du client, mais d'aider le client à réussir dans ses propres projets ou ses propres objectifs. L'implication des salariés tend aussi à se préciser au sens de l'organisation apprenante. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle du Kaizen, on en parle beaucoup dans l'entreprise Lean, qui veut dire progrès continu d'une certaine façon, ou aller sur le terrain, on met beaucoup plus l'accent sur le fait que cette question du traitement des problèmes, de la résolution des problèmes, elle doit vraiment contribuer au développement des compétences des salariés et de leur autonomie au travail. Alors pour les secteurs non lucratifs, j'ai pris ici l'exemple d'une présentation telle qu'elle a été faite dans un hôpital en Belgique, qui montre que autour d'une même philosophie, on peut présenter les objectifs de façon légèrement différente. Mais ici, on met au centre la priorité sur le patient. En deuxième point, la qualité des services, la préoccupation sur les salariés et leur logement, et en résultant, c'est bien dit, posé comme ça, en résultant, la question de la gestion financière. Dans cet hôpital qui, pour l'essentiel, respectait vraiment la philosophie de Lean, ils ont mis en place une démarche d'analyse de la valeur qui a permis, par exemple, priorité pour les patients, c'est d'avoir une régularité des horaires de passage des soignants pour la distribution des IV et Péros, mais ça a permis surtout ensuite de réduire la charge de travail et les heures supplémentaires des personnels soignants, in fine de réduire les coûts. Donc, une possibilité de présenter les objectifs de façon différente tout en respectant la philosophie du Lean. Alors, cette philosophie, dans ses principes, elle prend corps à partir de cette pyramide qui a été proposée par Jeffrey Liker. Jeffrey Liker, c'est celui qui a beaucoup étudié en profondeur le système Toyota, dont on sait que c'est le système qui a conduit ensuite à développer le modèle du Lean. Donc on voit sur la base que la priorité, c'est d'abord on positionne la nécessité d'avoir toujours un raisonnement à long terme, qui est cohérent avec l'objectif de croissance à long terme. Et le point qui a probablement été le plus en discussion, celui qui a été le plus dévoyé, c'est la manière d'approcher les process et en particulier la question du gaspillage. Quand Womack et John, qui sont vraiment les auteurs du Lean, ont développé cette question du gaspillage, ils étaient surtout sur des exemples de gaspillage énorme au niveau d'une entreprise. Par exemple, faire des produits qui ne correspondent pas aux attentes des clients. C'est produire des défauts, faire de la non-qualité, qui implique des retouches ou des retours même d'objets du côté des clients. Ils mettaient là-dedans tous les processus internes qui n'apportent pas vraiment de valeur directe pour les clients. Et ils y mettaient même, ce qui a rarement été repris malheureusement, c'est les délocalisations qui étaient considérées comme un gaspillage, c'est-à-dire provoquant des surcoûts. Ensuite est posé le principe de... Alors, non, avant d'y arriver, Jeffrey Liker, lui, donc, qui a étudié le système Toyota, avait une approche un peu différente, où lui, il mettait, donc c'est sa présentation là, il mettait des priorités dans la réduction des gaspillages, en posant d'abord la question de la suppression des charges excessives. Et quand il parle de charges excessives, il parle à la fois des hommes et des machines. C'est-à-dire que contrairement à une idée reçue, c'était le principe de dire on ne fonctionne jamais au maximum de la capacité de fonctionnement d'une entreprise, par exemple. Ensuite, il mettait la réduction des variations, ce qui voulait dire, très surprenant, qu'on ne produit pas nécessairement en fonction strictement de la demande, de la variation de la demande des clients, et que ça
ça s'étale dans le temps, ça se lisse d'une certaine façon, et enfin, il mettait les autres aspects. Donc, les autres niveaux, c'est donc la question du respect des personnes, et puis on retrouve cette question de la résolution des problèmes où on retrouve à chaque fois des choses que je vous ai dit, c'est-à-dire apprendre par le progrès continu et choses qui peuvent surprendre parfois, décider par consensus. C'est l'idée ici qu'au fond, ceux qui connaissent vraiment le travail, ce sont les opérationnels. C'est pas les managers, c'est pas les fonctions support, et que ces gens qui sont vraiment au niveau opérationnel, ils doivent pouvoir parler à égalité avec d'autres responsables hiérarchiques ou avec les fonctions support. Donc on voit ici qu'il y a donc sur les principes, si ça avait été appliqué, mais en tout cas par le modèle, qu'il y a une rupture assez forte avec le taylorisme, puisque on n'est pas dans cette dissociation de la conception et de l'exécution, que c'est pas un système qui est basé sur le contrôle et la rationalité des processus, même si effectivement on pourrait discuter encore beaucoup autour de la question de la standardisation. Mais pour avoir moi-même eu une expérience au Japon, je peux vraiment dire que la manière dont les Japonais abordent la question de la standardisation n'est pas la même qu'en France, quoi. Et que il y a on va standardiser pour améliorer la qualité de formation à une nouvelle fonction ou à un nouveau poste de travail. Donc on forme à partir d'un standard, mais ensuite on laisse la possibilité aux équipes de travail de faire évoluer ce standard. Et c'est pas compris comme ça en France d'une façon générale. Donc voilà, c'est important il s'agit pas aujourd'hui de dire on va défendre le lean parce que de toute façon il a été tellement dévoyé que c'est un discours qui passerait peut-être même pas du côté des travailleurs qui eux les travailleurs ils ont comme représentation du lean la pratique de l'entreprise, hein. Donc mais par contre de dire on se ressaisit du modèle parce que c'est quelque chose qui peut être un point d'appui pour développer la participation des salariés, l'autonomie au travail, ça peut être quelque chose qu'on pourrait continuer à porter du côté de la CFDT. Voilà un peu pour cette deuxième séquence. Merci Michel pour ces éclaircissements. Merci au passage sur le petit détour sur le télétravail qui est au cœur de l'actualité sociale en ce moment. Alors, effectivement, sur quelles sont les activités télétravaillables, mais aussi quelle est la dimension non pas du lâcher-prise, mais de l'articulation entre contrôle et autonomie. Et puis la dimension collective aussi du télétravail qui n'est plus simplement l'affaire d'une personne isolée, mais peut-être davantage l'affaire d'un collectif. Et puis aussi ce que tu évoquais sur les questions de l'attitude organisationnelle qui est un vrai point de crispation. Alors Corinne, peut-être quelques questions avant d'aborder la dernière partie. Par rapport à ce que vient de dire Michel, comment on gère les réticences des salariés à faire des remontées de dysfonctionnement, parce que c'est quelque chose qui se fait pas par peur de perdre son emploi. Et voilà, première question. Et puis une deuxième question, est-ce que le RSE, il s'applique à chaque modèle où il se développe mieux est-ce qu'il se développe mieux sur un modèle particulier? Le quoi tu as dit? Alors, une question qui est posée sur le RSE, est-ce qu'il s'applique à chaque modèle où il se développe et sur quel modèle il se développe le mieux? Alors, sur les réticences, je dirais que c'est vraiment en premier lieu une question de management, c'est-à-dire que le Lean invite vraiment à partir du travail réel, à descendre sur le terrain pour comprendre ces dysfonctionnements, et que ça, c'est effectivement une autre attitude managériale plutôt à l'écoute de ceux qui dysfonctionnent qu'à partir d'indicateurs. Donc, s'il n'y a pas cette volonté du management de faire remonter les problèmes, on peut comprendre qu'il y ait des réticences à les dévoiler.
puisque si on est dans le modèle néoclassique de dire on est dans une attitude de contrôle, c'est-à-dire que quand il y a un défaut, quand il y a un dysfonctionnement, on considère que c'est d'abord la responsabilité de l'opérationnel, eh bien ça peut pas fonctionner, bien évidemment, on va pas remonter. Donc on a un système qui ne permet pas de traiter les problèmes justement dans ce modèle néo-théolorien ou néoclassique. Donc voilà, ouais, c'est vraiment un changement radical de paradigme que d'être dans une attitude de remonter des problèmes, et y compris, et ça c'était un des points de l'organisation apprenante, quand on dit qu'il faut avancer par l'expérimentation, c'est aussi reconnaître qu'on puisse avancer dans des voies qui soient pas les bonnes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des retours en arrière possibles parce qu'on a testé une façon de travailler qui ne s'avérait pas la plus efficiente. Donc, l'organisation apprenante invite à l'échec d'une certaine façon, à la reconnaissance de l'échec, mais pour s'améliorer en continu. Et la démarche de progrès continu que j'ai présentée, c'est vraiment une démarche qui permet de remonter les problèmes. Alors aujourd'hui, on a quelques expériences puisque je suis davantage, j'ai tout un passé métallurgie qui ressurgit parfois. Mais donc on est en contact avec et ensuite de très près, en particulier deux entreprises qui ont deux approches un peu différentes sur ce que je viendrai tout à l'heure, le dialogue sur la qualité du travail, qui est Toyota et Renault. La Renault, c'est dans une seule usine, où on voit bien que chez Toyota en particulier, bon, ça se passe à travers ce qu'on appelle 50 minutes de développement qui sont organisées tous les 15 jours, où les équipes sont réunies avec leur team leader, donc ce sont des petites équipes de 5 ou 6 personnes, qui, tous les 15 jours, vont mettre en évidence les problèmes et vont essayer de les résoudre par eux-mêmes. Alors, il y en a qui peuvent pas résoudre par eux-mêmes, donc ça va remonter la hiérarchie ou ça ira dans des fonctions support. Il faudra parfois faire appel au service maintenance, mais c'est cette volonté de dire on ne cache plus les problèmes. C'est vrai. Alors, je viens de citer deux grandes entreprises, mais c'est vrai aussi dans une petite entreprise qui fabrique des fauteuils dans la région Grande Aquitaine, chez Nabaye, l'entreprise Nabaye, où depuis à peu près un an maintenant, on a mis en place une démarche DQT, et voilà, ça fait émerger un nombre impressionnant de problèmes. Et la difficulté d'ailleurs dans ces cas-là, c'est souvent ça nécessite une intervention du service maintenance pour reprendre des dysfonctionnements qu'on n'a pas traités pendant des années. Donc ça pose des problèmes parfois de non-réactivité pour le traitement des problèmes, mais en tout cas, il y a une ouverture managériale, mais vraiment du bas vers en haut dans une entreprise comme ça, pour dire oui, les problèmes, on les cache plus, on les regarde. Donc là, s'il n'y a pas cette volonté, on va pas obtenir l'adhésion des opérateurs comme ça. Et quand je peux parler de confiance actuellement, mais la confiance, elle va naître de là, c'est-à-dire du fait que quand un salarié exprime des problèmes, on va pas le renvoyer dans sa sphère à lui, quoi. C'est-à-dire, on l'écoute, on prend en considération, on voit comment lui, il peut s'impliquer pour résoudre par lui-même le problème. Ça peut être une démarche aussi d'organisation apprenante. Il ne s'agit pas de dire ton problème, je le prends, je vais le remonter, et puis peut-être dans 6 mois, on va en faire quelque chose. Non, on commence d'abord par regarder avec lui comment on peut l'aider à résoudre son problème. Et si on peut pas, après on passe à un niveau supérieur. Alors la RSE, si on la prend d'un point de vue macro, je dirais pas qu'il y a un modèle qui peut être plus fort que l'un ou l'autre. La différence qui peut se jouer, c'est la manière dont on va impliquer les salariés à tous les niveaux de l'organisation dans cette politique RSE. C'est-à-dire que ça soit pas quelque chose qui est uniquement défini en haut dans un comité de direction et qui a du mal à se concrétiser derrière, mais comment tous les salariés peuvent être partie prenante
d'une nouvelle politique de RSE de l'entreprise. Alors, ce qui peut influencer aujourd'hui la situation, c'est la loi Pacte, hein, qui, à travers la définition de la raison d'être de l'entreprise, voire de la définition de la reconnaissance d'une entreprise à mission, ça c'est assez essentiel pour moi dans une nouvelle dynamique qui peut être donnée à la RSE. Mais il faut pas que ça reste l'affaire d'un service spécialisé dans l'entreprise. C'est un peu ça le message que je voudrais faire passer. Si on n'arrive pas à ce que ça diffuse partout et que tout le monde, un peu toujours dans l'esprit de l'entreprise apprenante, de l'organisation apprenante, que tout le monde se saisisse de ça, de dire chacun est impliqué par rapport aux conséquences de son activité de travail par rapport à des questions d'environnement. Donc, c'est plutôt la manière de le traiter, et de ce fait, si je le prends comme ça, je vais dire que la démarche Lean, au sens philosophique, peut être un atout. L'holacratie, je sais pas dire. Je sais pas dire, mais en même temps, parce que j'y réfléchis à chaud, bien évidemment, le fait de ne pas se fixer comme finalité la croissance. Prenons par exemple l'entreprise Burzum. Donc c'est la question des soins à domicile en particulier pour les personnes âgées ou les personnes souffrant de handicap. La philosophie que s'est donnée cette entreprise, c'est de rendre les gens autonomes. C'est pas de développer à outrance les services à la personne. C'est de rendre les gens autonomes. Et donc, c'était une finalité qui ne visait pas la croissance de la société en tant que telle. Et ça, il y a eu la démarche holacratique, elle permet à l'ensemble des personnels d'être porteurs de cette dimension, de cette philosophie. Et à partir du moment où ils sont porteurs, effectivement, ils ont réussi, par exemple, à ce que dans leur démarche, on n'oublie pas de solliciter l'entourage des personnes pour que ça soit pas que la société qui apporte une aide aux personnes mais que ça soit aussi leur environnement de travail. Et ça, je veux dire, pour moi, c'est une démarche. Pour moi, oui, c'est une démarche RSE d'une certaine façon. Donc, sur cet exemple-là, je dirais, parce que j'ai pas beaucoup d'exemples à me mettre sous la dent, ça peut être propice et favorable à une démarche RSE. En tout cas, il faut que la démarche RSE descende toutes les strates de l'entreprise. Merci Michel. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On va bientôt arriver au terme de l'heure et on a encore une troisième partie à aborder, notamment sur finalement quelles sont les démarches proactives qui peuvent être aujourd'hui expérimentées de ta fenêtre, et puis comment finalement l'acteur syndical ou les managers, hein, tu as parlé des deux depuis le début de ton intervention, peuvent peut-être se saisir de ces questions-là. C'est peut-être plus facile de se saisir de la transformation du travail, de la démocratisation du travail à l'échelle de sa propre responsabilité que d'imposer en quelque sorte un changement de modèle. Voilà. Donc comment ces démarches telles que tu vas les présenter, eh bien on peut s'en saisir à partir du moment où on en comprend les finalités. Donc la démarche qu'on propose, alors qui a été initialisée par la Fédération de la métallurgie et qui est reprise actuellement par la Confédération, précisément dans le cadre de la négociation sur les questions de santé au travail, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des espaces de dialogue sur la qualité du travail. Alors, ça prend appui sur le droit d'expression des salariés, mais avec l'idée de dire que on cherche pas simplement à libérer la parole, mais à faire en sorte que les équipes soient actrices dans la transformation de leur propre situation de travail. Donc, alors, on insiste sur un espace qui soit co-animé par le manager de proximité et un salarié référent de l'équipe. Salarié référent de l'équipe qui peut être un salarié désigné par les membres de l'équipe, voire même élu par les membres de l'équipe pour co-animer et surtout faire le suivi de l'avancement du traitement des problèmes. Surtout quand les problèmes
sont transférés à des fonctions support ou à des niveaux hiérarchiques au-dessus pour les traiter. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit permettre aux gens de s'exprimer sur le travail, d'analyser les causes de leurs problèmes, de discuter des solutions, avec l'importance de se donner une progression dans cette démarche-là. C'est-à-dire que au tout début, quand on met en place ce type de démarche, on peut traiter des problèmes immédiats, quotidiens, très concrets sur le travail, des problèmes de gestion de l'espace de travail, des problèmes d'outillage, de techniques, etc. Mais qu'il faut vraiment avoir la visée d'une réflexion sur la manière de travailler. Il faut donc qu'il y ait une progressivité. Et comme effectivement on a un peu dérivé sur le temps, je vais passer assez vite sur ce que ça implique du côté syndical, c'est-à-dire que, et là on parle à partir d'expériences vécues, c'est-à-dire que quand on met en place ces espaces de dialogue sur le travail, on donne l'opportunité d'un syndicaliste, de faire du syndicalisme de proximité. Parce que les militants, les représentants du personnel, ils peuvent aller voir les référents du travail qui co-animent ces espaces-là pour vérifier comment ça fonctionne, ces espaces de dialogue. Est-ce que les problèmes peuvent émerger, ils peuvent être dit par les salariés? Est-ce que on arrive à trouver des solutions? Quand on remonte des problèmes, est-ce que ça traîne dans le feedback sur les solutions qu'on propose aux équipes? Donc, ça donne vraiment de la matière à un syndicaliste de proximité pour repartir des questions de travail, du travail réel. Et ça permet aux représentants du personnel d'être dans cette boucle un peu que j'indique sur le dialogue social dans le schéma, où on peut remonter au niveau des instances représentatives du personnel, CSE ou autres dans les fonctions publiques que je maîtrise un peu moins, ces questions du travail. C'est-à-dire que on repart de ce qui se vit réellement sur le travail pour le remonter au niveau. Donc, c'est vraiment pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris dans la Fédération de la métallurgie, l'instrument très concret qui permet de progresser, de faire évoluer progressivement l'autonomie au travail, qui permet de prendre pied progressivement dans une organisation apprenante et qui peut s'articuler, devenir la base, la manière de faire fonctionner le progrès continu dans l'entreprise. Donc c'est cette opportunité syndicale qu'on propose. Alors j'attire l'attention sur le fait que ça ne permet pas de changer immédiatement et radicalement une organisation de travail ou un mode de management. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui est basé souvent sur l'expérimentation et donc qui prend du temps. Mais du temps, de toute façon, il faut bien voir que si on regarde l'accord sur la QVT qui avait été signé en 2013, on est en 2020, il s'est passé 7 ans. On peut se poser des questions sur qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc de toute façon, on sait que ces démarches-là prennent du temps. Par exemple, pour donner un ordre de grandeur, quand une section syndicale a compris l'enjeu d'y aller et où on fera les premières expérimentations, il peut se passer 3 ans. Donc il faut de la ténacité. Ça c'est important de se le dire. C'est pas quelque chose qu'on va sortir de son chapeau à un moment donné. Mais en tout cas, c'est vraiment l'angle d'entrée pour nous pour essayer d'aborder ces questions d'organisation du travail et de management. Après. Alors peut-être, Michel, si je peux permettre de t'interrompre parce que je regarde l'horloge tourner, peut-être qu'on pourrait se dire que on organiserait un prochain webinaire en repartant de là. Sur plutôt spécifiquement sur les questions de dialogue sur la qualité du travail et l'articulation avec le dialogue social, peut-être en partant des expérimentations qui ont déjà, que tu as suivies, de manière à pouvoir poursuivre la discussion. Corinne, est-ce qu'il y aurait, à l'instant où on en est, peut-être on peut prendre encore deux, trois questions et essayer de conclure pour aujourd'hui, puisqu'on avait dit que c'était 14 heures. On était un peu ambitieux, voilà. Et que nos amis commencent à nous quitter. Comment faire une analyse de la chaîne de valeur? C'est une démarche qui doit être organisée par l'entreprise.
Si je prends par exemple l'exemple de l'hôpital, eh bien les infirmières aides-soignantes ont refait l'analyse de tous leurs dysfonctionnements, tous les dysfonctionnements, c'est-à-dire le fait que quand elles arrivaient auprès d'un malade, il n'y avait pas nécessairement les bons médicaments, ou il n'y avait pas tous les médicaments, qu'elles étaient obligées de faire des allers-retours pour aller rechercher des choses parce que elles n'avaient pas tout à disposition. Donc ça part d'abord de l'analyse du travail réel, de dire voilà un peu les dysfonctionnements, et ensuite on essaye de régler ces dysfonctionnements. Donc ça part on va chercher les médicaments à la pharmacie de l'hôpital jusqu'au moment où on les donne aux patients. Ça repart un peu, ça nécessite d'interroger les patients, de dire quelle est la qualité perçue par eux des soins, qu'est-ce qui leur tient à cœur. Par exemple, souvent avec les personnes âgées, c'est la régularité des horaires. C'est-à-dire que, d'autant plus qu'il y a des médicaments qui soulagent les douleurs. Donc, on aime bien, si l'infirmière elle passe à 9 heures, on aime bien qu'elle passe tous les jours à 9 heures. Hein. Donc voilà, c'est repartir du patient, analyser tous les dysfonctionnements et apporter des correctifs par rapport à ça. Une autre question, en fait, alors que la loi ESSOC reconnaît le droit à l'erreur pour les citoyens, est-ce qu'il ne faudrait pas revendiquer un droit à l'erreur pour les salariés dès lors qu'on s'inscrit dans une démarche expérimentale d'amélioration des pratiques du travail? Alors, si on parle de droit, je vais être un peu réservé et réticent. Je crois attention à la question de la judiciarisation de nos démarches. Droit d'expression, bon, on a vu ce que c'était. Donc moi, je poserai pas les questions en termes de droit. Bon, on a aujourd'hui une évolution de la négociation. Alors pour le secteur privé, hein, je maîtrise moins bien pour la fonction publique, une évolution du système de négociation, c'est-à-dire qu'on a renforcé les obligations de négocier dans l'entreprise. Ça, c'est aussi du droit. Et que on voit à travers des études, notamment de l'OCDE, que quand il y a trop de droits, à un moment donné, même les dirigeants, ils essayent de se mettre dans le clou du droit, donc ils font le minimum pour ne pas être contraire au droit, mais finalement, ça n'améliore pas la qualité du dialogue social. Donc, je suis pas dans cette démarche de droit. De ce point de vue-là, vraiment, la démarche du dialogue sur la qualité du travail, elle doit permettre de faire émerger ces difficultés rencontrées par les salariés. Oui, et puis c'est à relier finalement au devoir en quelque sorte d'expérimentation et à l'ambition d'une organisation apprenante, quoi. On apprend aussi des échecs hein, ou des erreurs, voilà, mais pour autant qu'on puisse en discuter sereinement dans les collectifs de travail. Voilà. On va pour aujourd'hui. Alors je vois que dans le chat, beaucoup de personnes seraient preneuses d'une deuxième séance pour aller un peu plus loin sur le dialogue sur la qualité de travail, dialogue social. Donc, avec Corinne Baudry, responsable du CREFAC, et Michel et moi-même, on va s'organiser pour vous proposer cette continuation de nos échanges. Le chat a été très nourri tout au long de la conversation. Ce qui va aussi dans la suite, ce qui va se mettre en place, c'est sans doute on va trouver le lieu ressource en quelque sorte sur ces questions d'organisation du travail et d'articulation avec le management, soit sur le site du CREFAC ou sur le site de la CFDT4, de manière à ce que vous ayez un endroit où vous puissiez aller chercher de l'information un peu structurée pour accompagner votre réflexion, soit de manager, soit de responsable syndical. Et puis, on va aussi travailler avec le CREFAC sur la façon dont on pourrait, dans la période des 6 mois qui viennent, parce que on sait bien qu'on va pas en finir tout de suite avec la crise sanitaire, mais pouvoir proposer une session approfondie sur ces enjeux-là. Notre session classique initiale qu'on organisait en présentiel pendant 2 jours, il va falloir qu'on la reformate pour vous permettre d'accéder à une réflexion qui soit un peu plus structurée, sur le long terme, qui vous permettent là aussi d'apprendre dans le dialogue avec des collègues, des confrères, d'autres responsables syndicaux ou d'autres managers. Voilà un petit peu pour les échéances à venir. Tout ça, on essaiera de continuer à vous en informer par les différents canaux qui sont à notre disposition.
Michel, un petit mot de la fin, si tu veux. Non, mais sans obligation. C'est un sujet qui me passionne, évidemment, très très fort. Et puis vraiment, bon, le souhait qu'une fois qu'on aura passé un peu cette crise du Covid, eh bien on puisse réactiver les formations du CREFAC parce que c'est vraiment un lieu d'échange extraordinaire.